Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Merci d'être là aussi nombreux. Et peut-être que ça a déjà été fait, mais je vais y revenir. Relire un tout petit peu le poème d'Aragon. Je ne vais pas vous obliger à écouter la totalité, mais juste la strophe 3 et le tercet final. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle ? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus ? À lire cela, j'ai l'impression que c'est une image désespérément pérenne de notre monde. Peut-être la meilleure expression que nous sommes une espèce du révolu, une espèce de l'après-coup. Et quand bien même nous ferions abstraction de tous les problèmes du monde aujourd'hui, en Europe, au Moyen-Orient, que nous ne frissonnerions pas à leurs escalades, quand bien même nous ferions abstraction de toute conjoncture politique, ou retournement de conjoncture politique aux États-Unis, à la floraison de dictats molles ou dictats douces, comme vous voulez, dans l'espace européen, notre hexagone est quand même le théâtre de façon assez déconcertante de vivre. J'en viens à la question. Crescendo de crise économique, touchant des entreprises et touchant évidemment leurs salariés, financière, temps d'austérité, diminuer nos déficits publics, maintenir la crédibilité nationale sur les marchés. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les informations, Standard & Poor's ne nous ont pas dégradés. Ouf. Ce sont des propos étranges, mais néanmoins logiques. Et ce sont aussi des crises démocratiques que nous vivons, puisque notre gouvernement actuel est quand même accouché au forceps et risque une mort subite. Et on nous promet que ce qui pourrait suivre, c'est le chaos. C'est pour ça qu'on est là, en fait, et c'est pour ça qu'on est là avec un économiste, et pas avec un philosophe ou avec un sociologue, ce qui aurait pu, évidemment, être très convenable par rapport au sujet posé. Mais c'est que Timothée Parry, qui est ici à côté de moi, écrit dès les premières pages de son livre que l'économie est une question de vie ou de mort. Et quelqu'un qui écrit que l'économie est une question de vie ou de mort est tout à fait dans le sujet. Il est économiste de formation, enseignant dans différentes écoles et universités successivement. C'est un chercheur rompu, j'ai pu le constater à l'instant, aux techniques de l'investigation scientifique et aux arcanes de la publication. Et il a signé en 2022 un livre qui me semble important, « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance », qui affiche donc la couleur dès le titre. Le Nouvel Observateur lui a néanmoins décerné le prix Écolops, qui récompense, je cite, « l'essai le plus stimulant consacré aux questions écologiques ». Et nous allons bien voir en sa compagnie comment nos vies sont sous emprise, sous l'empire d'une certaine économie. C'est d'ailleurs d'emblée cette question climatologique qui occupe Timothée Parry, puisqu'il commence par écarter toutes les objections climato-sceptiques auxquelles nous sommes exposés. Pourquoi perdre du temps, écrit-il, page 9 ? Tout le monde sait qu'il y a un problème sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas une météorite, fin de citation. Il ne s'agit pas de regarder vers le ciel, mais vers nous. Nous, l'espèce responsable de la dégradation bientôt irréversible de l'environnement. Pourtant, il écarte également, dès le début, la notion d'anthropocène. Et j'ai envie de commencer par lui poser cette question. Vous écartez anthropocène, tu écartes anthropocène, tu préfères écocène, capitalocène ou le mystérieux pibocène ?
Oui, j'ai toujours trouvé le terme d'anthropocène assez dépolitisant, dans le sens où on venait considérer l'humanité comme une force homogène. On n'avait pas de division entre les pays du Nord, du Sud, entre des classes sociales, entre des producteurs, des consommateurs. On avait cette espèce de force, et je peux comprendre du point de vue des sciences naturelles, mais quand même en tant que représentant des sciences sociales, ça me paraissait être vraiment grossier. C'est pour ça que le Capitulocène, par exemple, comme venir problématiser l'existence du capitalisme, hein, qui est un système récent, donc du tournant capitalisme comme tournant fondateur, on va dire, de ce qu'on a appelé l'ère de l'accélération qui a mené aujourd'hui au dépassement des limites planétaires. Le Pibocène qu'avait proposé Éloi Laurent, qui est un petit peu un jeu de mots pour montrer que c'est plus seulement l'ère du capitalisme, mais c'est devenu l'ère de la croissance, d'une certaine manière, qui est un petit peu la nouvelle rhétorique capitaliste. Je trouvais que c'était des termes plus précis. Après, bien sûr, il y en a une flopée aujourd'hui, mais l'anthropocène, pour moi, ne met pas le doigt sur la source du problème, parce que la source du problème, ce n'est pas l'humain avec un grand H. La source de problème, c'est des systèmes spécifiques, des comportements spécifiques, des géographies spécifiques, des institutions spécifiques. Et malheureusement, oui, si on n'arrive pas à localiser la source du problème, eh ben, on n'arrivera pas à résoudre le problème. À le résoudre, évidemment. Donc, si j'entends bien, le problème n'est pas lié à l'économie en soi, en tant que chaque organisation humaine l'est sous les auspices de l'économie, mais plutôt aux règles particulières que celle-ci se donne. Et l'objectif central qui l'anime, dont je te laisse parler, la fameuse croissance. Alors ici, je vais vraiment me mettre en désaccord avec quelqu'un pourtant que j'aime beaucoup, Serge Latouche, pour ceux qui le connaissent, qui était un économiste théoricien de l'économie. Lui, Serge Latouche, parlait beaucoup de sortir de l'économie. C'est sa façon, en fait, il avait critiqué l'économicisation du monde. Et par là, moi, dans Ralentir ou Périr, j'ai un point de départ très anthropologique de dire l'économie, c'est juste l'organisation sociale du contentement. Et donc, dans ce sens-là, n'importe quelle société, à n'importe quel moment de notre espèce, à partir du moment où il y a une organisation sociale du contentement, donc de l'extraction, de la production, de la manufacture, de l'échange, de la consommation, à partir du moment où c'est organisé socialement, on peut parler d'une sphère économique. Après, ça peut être l'économie, elle peut prendre n'importe quelle forme, et c'est là où on voit. Donc, le problème, ce n'est pas l'existence d'une économie. Avec cette définition anthropologique, nous avons toujours eu une économie. Le problème, c'est une forme économique particulière. Et moi, j'aime beaucoup faire toujours l'analogie avec, quand on parle de normes sociales et d'une institution socialement construite, il faut penser à un jeu, un peu comme le Monopoly. Aujourd'hui, le capitalisme, c'est un petit peu comme le Monopoly. Enfin, c'est un jeu un peu plus complexe, mais en mode Jumanji, c'est-à-dire qu'on se retrouve enfermé à l'intérieur d'un Monopoly. Et on a oublié que c'était un jeu que nous avions nous-mêmes créé. Donc on est là à s'entretuer et à dévorer la moitié de la planète en disant il faut absolument rembourser une dette, il faut absolument maintenir l'inflation à 2%, il faut absolument retourner au plein emploi, il faut absolument maintenir la croissance. En oubliant en fait qu'on fait ça avec une monnaie qu'on a inventée, des billets qu'on imprime, des entreprises qui nous appartiennent. Toutes ces choses-là, en fait, c'est un jeu économique qui pourrait se jouer de manière complètement différente si on changeait les deux grands éléments du jeu, qui sont son objectif et ses règles. Objectif et règles. Justement, quel est, à tes yeux, quel est le problème fondamental que pose la croissance ? Alors, son premier problème, la croissance, elle a beaucoup de problèmes, elle les cumule. Son problème, quand on zoome sur la croissance dans les pays riches, imaginez par exemple la France. Le problème d'un pays riche, c'est un pays qui a un gros PIB, une grosse économie, on va dire, parce qu'elle a donc eu de la croissance pendant longtemps. La croissance est une force exponentielle. Si vous avez donc 1% de croissance tous les ans, vous avez l'impression qu'il y a cet effet cumulatif. Vu qu'il y a un lien entre la taille de votre économie et les ressources que vous allez utiliser, et donc aussi les impacts que vous allez avoir sur les écosystèmes, la première limite de la croissance est une limite biophysique. L'économiste américain Kenneth Boulding disait déjà à la fin des années 60, pas de croissance infinie dans un monde fini. Et donc là, notre première limite, on commence à la ressentir sous la forme d'inondations, de canicules, sous la forme de rapports du GIEC absolument catastrophiques qui tombent assez souvent. Donc on voit vraiment qu'on atteint des limites biophysiques.
Et après, moi, dans le livre, j'essaie de montrer que ce n'est pas seulement une crise écologique. La croissance, elle a beaucoup d'autres limites, à commencer par des limites sociales. Donc là encore, on revient, on sort des sciences économiques, on laisse les euros de côté et on regarde des agrégats beaucoup plus sociaux, comme par exemple les 24 heures qui rythment votre journée. Donc, on voit quand même qu'il y a une limite indépassable à la croissance dans le sens à l'augmentation des activités de production et de consommation. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire plus de 24 heures par jour. On le sait. Ça, c'est une... Puis il faut quand même dormir, se reposer ou quoi. Et donc, quand on étudie un petit peu de près ce qu'on appelle les sphères de reproduction sociale qui permettent de produire, donc imaginez tout le temps ce qui se passe entre le 17h, vous arrêtez de travailler, et le 9h le lendemain où vous retournez travailler, tout ça c'est un moment de reproduction sociale. Et ben là aussi, si vous travaillez de plus en plus, vous travaillez de plus en plus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire un burn-out. Vous allez venir détruire votre capacité à reproduire votre force de travail. Ce burn-out, il peut être individuel, il peut être collectif. Et donc là, on a une autre limite à la croissance. On voit qu'une croissance infinie, elle finit par buter par une quantité de ressources disponibles ou la capacité des écosystèmes à absorber des pollutions, limites biophysiques, et elle finit aussi par buter par ce qu'on appelle notre capital temporel. Au bout d'un moment, on n'a pas le temps, on n'a plus l'attention et l'effort disponible pour juste contribuer à ces choses qui font croître une économie. Voilà pour la croissance, donc déjà un premier mouvement. Et pardon, excusez-moi. Voilà pour la croissance. Et donc, cette première critique, ces deux premières critiques qui peuvent lui être adressées. Il y a le PIB aussi. Le PIB qui a une vie secrète. C'est le titre d'un des chapitres du livre Ralentir ou périr, un joli titre. Mais quelle est cette vie secrète du PIB? Et surtout, nous sommes nombreux à ne pas savoir ce qu'est exactement le PIB. Je vais répondre quand vous avez dit micro. Moi, la première chose, donc moi je suis un macroéconomiste et vous savez cette grande division entre les microéconomistes et la macro. Et je pensais que vous m'insultiez. Micro, on parle de microéconomie, on s'en fout de la macro. Je me suis senti vraiment. Bon, je suis content que c'était juste lié au microphone. Attention avec les abréviations là parce que. Alors le PIB, moi j'aime bien. Il y avait une géographe qui avait cette figure de l'iceberg. Et il y avait donc l'économie telle qu'on entend parler aux infos avec les éditorialistes journalistiques très, très mainstream, très néoclassique. Donc l'économie du plein emploi, de l'argent, du PIB, de l'inflation, du CAC 40. Voilà les petits chiffres qu'on voit à chaque fois qu'on ouvre les infos, les infos qui sont tellement importantes qu'il faut qu'ils soient projetés tout le temps, 24 heures sur 24. Et bien ça, en fait, c'est une toute petite partie. Même, je vous laisse calculer. D'ailleurs, regardez combien d'heures est-ce que vous passez de votre semaine à produire des choses pour lesquelles vous êtes payé. On va dire le temps passé en emploi salarié. Bon, vous allez vous rendre compte que c'est une partie minoritaire de votre vie. Vous passez plus de temps sûrement à dormir qu'à travailler. Et je ne vous insulte pas. C'est une bonne chose. Ceux qui passent plus de temps à travailler que dormir, c'est qu'ils travaillent trop. Et donc, moi, encore une fois, en tant que scientifique du social, qui essaie de comprendre vraiment les sources de la crise sociale et écologique dont on fait l'expérience aujourd'hui, lui, c'est bizarre. Il faut regarder, il faut gratter ce qu'il y a sous ce PIB. Parce que déjà, les économistes nous parlent du PIB un petit peu comme cette entité. Donc, le PIB, produit intérieur brut, c'est un indicateur d'agitation monétaire. Donc, on appelle ça un indicateur de flux. Vous comparez d'une année à une autre tous les trucs qui se vendent dans une économie, et bon, s'il y a plus de trucs qui se vendent, on dit qu'il y a eu une augmentation du produit intérieur brut, et dans notre imaginaire collectif, c'est bien. Donc moi déjà, je me dis, bon, c'est bien, mais pourquoi est-ce que c'est bien? Et ensuite, qu'est-ce qui fait que d'une année à l'autre, on peut se permettre en fait de vendre plus de trucs? Et donc là, quand on commence à lier les trucs, on se dit, bon, si on vend plus de trucs, il a fallu produire plus de trucs. S'il a fallu produire plus de trucs, il a fallu quand même mobiliser des ressources humaines et naturel pour produire ces choses, parce qu'on ne peut pas produire à partir de rien, même aujourd'hui, là, ce service complètement dématérialisé que vous êtes en train d'observer en live demande une infrastructure matérielle, énergétique, l'électricité qui anime mon micro, toutes les machines qui ont permis de produire cette scène, toutes ces choses-là, les tissus qui nous habillent, toutes ces choses-là, même la nourriture que nous avons à gérer au déjeuner, qui nous permettent actuellement, tout ça c'est des facteurs de production, en fait, c'est des ressources naturelles. Et donc ça me paraissait bizarre qu'on ait un petit peu cet imaginaire
de roue de hamster, de dire il faut toujours faire croître ce truc un peu bizarre de PIB. Il faut que l'économie elle aille toujours plus vite. Toujours plus vite. Les gens ne savaient pas pourquoi. Et ensuite, ça paraissait bizarre de comment est-ce qu'on pourrait arriver de manière exponentielle. C'est ça qui est important, pas toujours plus vite en général, comme une vitesse de 0 à 100 km/h. Non, toujours plus vite par rapport à la vitesse que vous aviez avant. Donc de 0 à 10, à 100, à 150, à 200, à 300, à 3000, à 30 000, à 100 000 km/h et à l'infini, sans ligne d'arrivée. Moi, en tant qu'économiste, je m'en souviens, mais même depuis mes années de licence, je m'en souviens avoir posé une question une fois et m'être fait vraiment humilier en public dans l'amphi quand j'ai demandé quel était l'objectif de la croissance. En fait, pourquoi c'était quand est-ce que l'économie, en fait, elle était grande? Parce que nous, on a l'habitude quand même de faire l'expérience de la croissance dans notre propre corps. Au début, on est petit. Ensuite, on prend en centimètres et en kilos jusqu'à ce qu'on atteigne une taille stationnaire. Ensuite, la croissance quantitative s'arrête et on passe plutôt en mode de développement qualitatif. Donc, de notre expérience un petit peu instinctive, on pourrait dire l'économie, c'est un peu pareil. Au début, on n'a pas de route, on n'a pas de Seine, on n'a pas de bâtiment, on les construit, croissance quantitative, et après, on essaie de les remplir avec des super économistes qui parlent de super livres, développement qualitatif. Mais non, en macro, il n'y avait pas cette règle. En fait, on restait coincé dans la croissance quantitative. Tu montres également que le PIB est un indicateur qui a une histoire qui finalement a peut-être touché à un moment donné son obsolescence, mais on ne s'en serait pas rendu compte, puisqu'on traîne encore quelque chose qui est un indicateur formé dans les années 30, si je me souviens bien de ce que j'ai lu sous ta plume. Exactement, moi j'adore parce que l'obsolescence du PIB, elle était déjà programmée dès le départ par son créateur Simon Kuznets, qui était un statisticien biélorusse nationalisé américain au début des années 20, à qui le gouvernement a demandé de créer un indicateur de crise pendant la Grande Dépression. Donc Kuznets, il nous fait son PIB, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas mesurer la taille d'une économie en un seul indicateur synthétique, et il va devant le Congrès américain. Et il leur dit, un petit peu comme quand vous achetez des Lego ou quoi pour les enfants, on vous dit de ne pas avaler, quoi. Donc Kuznets, il vous dit attention, j'ai fait le PIB, c'est un indicateur de crise, il ne faut pas l'utiliser en temps de paix, il ne faut pas l'utiliser sur le long terme. Attention. Mais il n'est pas entendu. 1930, les années 1930. Et on a complètement oublié, en fait, que Kuznets, c'était vraiment un tour de passe-passe à la MacGyver en temps de crise. Vraiment, c'était du tour de passe-passe. C'était du génie à l'époque. Mais 100 ans après, on a gardé en fait son indicateur presque inchangé qui n'a jamais été designé pour mesurer la prospérité d'un pays. Et pourtant aujourd'hui, donc, nous avons des mystiques du PIB, nous avons des idolâtres de la croissance, et on n'arrive pas à les faire revenir donc, de cette sorte d'emprise idéologique. Non, alors la sociologue Dominique Méda, oui, parle de mystique de la croissance. Un historien allemand, Matthias Schmelzer, lui parle de l'hégémonie de la croissance. Il y en a qui parlent d'idéologie de la croissance ou même de croissancisme. Et vous voyez ça de la manière dont les gens réagissent à la décroissance. Donc, alors, ce qui marque en fait une idéologie, en fait, on peut traduire idéologie par sens commun. C'est quelque chose qu'on admet de manière un petit peu indirecte. Donc, par exemple, aujourd'hui, la croissance, c'est bien. C'est un peu pareil que voler, c'est mal. C'est des choses. Alors que juste un sondage dans la salle après le. La plupart des gens, quand on leur parle de croissance, eux, en fait, ils ont une réaction positive parce qu'ils l'assimilent à une augmentation de la qualité de vie. Ceux qui creusent un petit peu, ils l'assimilent peut-être à la réduction du chômage, l'éradication de la pauvreté. Ceux qui creusent encore plus, ils vont se dire bon, bah, c'est une manière de financer des bons médias, des services publics. Ceux qui ont des inquiétudes géopolitiques, c'est une manière de protéger un pays. Chacun, en fait, c'est un vase symbolique, mettre dans la croissance plein de trucs. Et là, Kuznets, il est en PLS parce qu'il est là. En fait, non, il n'y a rien dedans. Le PIB, il n'y a rien. Ça ne mesure aucun de vos rêves. Là. Arrêtez de... En fait, on projette ça dans le PIB, alors que ça ne mesure pas du tout. Et donc, aujourd'hui, l'imaginaire collectif autour de la croissance flotte un petit peu très loin des outils statistiques de la comptabilité nationale. Donc, il y a une grande différence entre ce que mesure le PIB, qui est un truc franchement très chiant, très, très chiant et très, très spécifique, et la croissance comme atmosphère sociopolitique, comme grand récit un peu. La croissance est devenue un grand récit moderne. C'est comme ça qu'on organise un petit peu notre propre vision du passé, du présent et du futur. Et c'est ça qui est un petit peu tragique. Enfin, vous savez, moi, quand j'ai appris l'économie, et c'est encore le cas aujourd'hui, on vous dit, l'économie, il y a des pays sous-développés
qui, dès qu'ils vont arriver à augmenter leur PIB, ils vont être en développement, on parle de rattrapage, et ensuite, ils vont avoir un gros PIB, ça va être des pays développés. C'est ça en fait. Ça, c'est voilà le thermomètre de la civilisation. Une économie qui tourne un peu trop, et une économie qui tourne très vite. Et donc, pour moi, c'est un récit qui est simpliste, et c'est un récit qui est beaucoup trop linéaire. C'est-à-dire que c'est un récit de progrès sans fin. De progrès sans fin et sans objectif. Ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que cette croissance d'atmosphère, ou cette idéologie d'atmosphère de la croissance, tu la compares très joliment à l'intoxication, au degré d'intoxication d'un fumeur auquel un médecin conseillerait d'arrêter de fumer, tandis qu'un autre le laisserait continuer au motif que bientôt, c'est certain, des innovations médicamenteuses permettront de découpler tabagisme et cancer. Et tu t'en sers pour, évidemment, faire le parallèle avec les techno-baguettes magiques de la croissance, le découplage et la croissance verte. Et la croissance verte, c'est notre nouvelle marotte, puisqu'il semblerait possible de créer une forme de croissance toujours aussi illimitée, toujours aussi impalpable, mais verte. Oui, et alors... Tu critiques ça. Mais moi, c'est comme ça que je suis rentré dedans. J'ai fait ça pendant ma thèse, où j'ai beaucoup travaillé donc, sur les travaux empiriques. Oui ou non, est-ce que la croissance se verdit? Spoiler alerte, non. La réponse courte. Et donc, mais vu que la croissance est un récit, on l'a vu, donc nous protégeons notre récit. Nous n'avons pas envie d'admettre, en fait, que ce récit n'est pas biophysiquement possible et qu'il va devoir en inventer un autre. Et donc, on essaye de lui mettre des petites béquilles. S'il y a des inégalités, on va dire c'est la croissance inclusive. Si, bon, il y a... du changement climatique, on va dire non, c'est de la croissance net zéro. S'il y a un problème de biodiversité, on va dire non, c'est de la croissance nature positive. On essaie en fait d'ajuster à la base, sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à croître. On pourrait commencer par là, mais non. On essaye plutôt d'essayer c'est un peu, moi j'appelle ça du greenwashing macroéconomique. C'est de se dire, on va juste continuer de dire, l'économie, il faut qu'elle continue d'accélérer, on ne sait pas pourquoi. Mesurer avec l'indicateur le plus pourri de l'histoire des sciences économiques, on ne sait pas pourquoi. Et on va juste dire, on espère qu'on va pouvoir continuer à faire ça sans dégrader les écosystèmes. Parce qu'à la limite, franchement, si on avait des écosystèmes indestructibles et qu'on avait des ressources naturelles infinies, moi, ça ne me dérange pas. Si les gens ils veulent gâcher leur temps pour faire tourner l'économie de plus en plus vite, enfin, je veux dire, à un moment donné, chacun fait ce qu'il veut de son surplus macroéconomique. Hein. Ça peut être une cathédrale, ça peut être des fêtes, ça peut être juste de faire tourner des entrepôts Amazon comme ça. Enfin, il y a une certaine beauté si les gens veulent faire ça. Ils pourraient faire ça pendant des siècles. Bon, après, on peut critiquer esthétiquement, mais le problème, en fait, c'est que de cette accélération, en fait, naît une dégradation potentiellement irréversible des écosystèmes qui sous-basent non seulement l'économie, la partie de l'iceberg que l'on voit, l'économie monétaire, mais aussi le reste de la société, non seulement l'économie non monétaire, mais aussi l'intégralité de la quotidienneté de nos vies. Et donc, c'est là, en fait, où l'on arrive, où l'économie est une question de vie ou de mort. C'est plus une question de goût, du genre je préfère avoir des cathédrales et des beaux romans, de la poésie plutôt que d'entrepôts Amazon et des bitcoins et de la télé-réalité. C'est même plus une question de ça. C'est si nous n'arrivons pas à maintenir une certaine soutenabilité écologique, eh ben nous n'aurons plus rien. Le problème sera donc tranché. C'est pour ça que moi je résume décroissance choisie aujourd'hui ou effondrement subi demain. C'est un petit peu le choix qui nous fait face et un choix que nous avons d'ailleurs depuis les années 70. Pour l'instant, on n'a plus choisi l'effondrement subi qui s'installe dans les années 70. C'était très abstrait. À l'époque du rapport Meadows, limite à la croissance et de la naissance vraiment de l'écologie politique, c'était abstrait. Aujourd'hui, quand on parle d'effondrement écosystémique, c'est plus un concept d'universitaire. Vous avez des images de choses que vous avez vues à la télé. Ça peut être des feux de forêt au Canada, en Australie. Ça peut être des inondations en Espagne. Ça peut être la recrudescence de pandémies. Ça peut être des pénuries alimentaires. Ça peut être toutes ces choses qui nourrissent vraiment notre imaginaire dystopique. On a maintenant aujourd'hui des visions de dystopie écologique qui n'existaient pas avant parce que ça devient une partie de notre réalité. Donc l'effondrement est en train de s'installer. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est muscler en fait l'alternative et se dire, bon, est-ce que l'on peut proposer un chemin de transition qui soit plus doux et désirable que l'imposition d'un effondrement subi.
Il est même doublement désirable puisque tu faisais allusion à l'instant à cette infrastructure sociale que chacun d'entre nous entretient dans des interactions non économiques et qui sont la préservation de notre capacité de production, non illimitée certes, mais notre capacité de production tout de même. Et tu expliques bien que c'est bien cette ressource de la reproduction sociale qui permet de produire, sans laquelle la production marchande est tout à fait impossible. Et justement, cette question de la production marchande qui entre dans le PIB comme indicateur, tu n'hésites pas à affirmer que c'est bel et bien la marchandisation qui, intervenant dans ce domaine, provoque une dissolution du social. Alors ça, c'est une théorie fondamentale dans les critiques du capitalisme. Et pour l'imaginer, imaginez que un de vos potes vous fait un gâteau d'anniversaire. Vraiment, le jour de votre anniversaire, vous vous réveillez et là, vos amis vous ont préparé un gâteau. Mais le gâteau est dégueulasse, vraiment genre immonde. Bah, vous n'allez pas le dire, c'est un cadeau, c'est vachement gentil, c'est l'intention qui compte. Vous allez dire, oh, c'est trop mignon, c'est sympa. Si vous allez dans une boulangerie et que vous achetez un gâteau et qu'il est dégueulasse, ah là, tout de suite, ça va jaser. Pourquoi ? C'est le même gâteau, c'est la même relation sociale, mais parce qu'il y a une relation sociale où l'allocation, qu'on appelle en économie, l'allocation, c'est-à-dire le transfert des droits de propriété du gâteau, se fait à travers donc le don, et l'autre se fait à travers de l'échange marchand. Et on voit en fait que nos réflexes sociaux, comportementaux, ne sont pas du tout les mêmes quand on compare différents modes d'allocation, que ce soit du don, de la réciprocité, de la répartition politique ou de l'échange marchand. Et quand on prend des choses qu'on avait l'habitude de gérer à travers le don et la réciprocité, et qu'on les marchandise, et ben parfois on peut faire naître des comportements qui n'existaient pas avant. Il faut imaginer la naissance d'Airbnb par exemple, quelque chose qui n'existait pas avant. Où maintenant on va pouvoir se permettre d'aller dormir chez quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et on va être là, oui bon, la tête d'oreiller, il y avait une tâche, c'est quand même pas possible. Enfin, t'imagines, tu dors quand même chez quelqu'un qui te laisse dormir chez toi, qui ne te connaît même pas. Mais parce que c'est marchandisé, on doit en avoir pour notre argent. Et donc à travers ces petites critiques, on voit que, encore une fois, même s'il n'y avait pas de problème écologique, l'omnimarchandisation du monde, je pense que Serge Latouche aimerait bien ce terme, c'est-à-dire la colonisation un petit peu de cette mentalité économique qui s'invite dans des sphères de la vie sociale qui avant n'étaient pas économiques, et peut y avoir une certaine corruption de nos comportements qui en fait vient dégrader la confiance, notre capacité à coopérer et au final la qualité de vie. Parce qu'un monde où tout le monde se déteste parce que vous avez crié sur votre boulanger en lui disant que son flan était dégueulasse, c'est pas aussi agréable qu'un monde où on se fait des gâteaux et on est poli, gentil, ouvert, bienveillant. Donc là, le capitalisme, il apporte une certaine violence à travers la marchandisation. Alors ici, c'est pas une critique de dire que tout devrait être démarchandisé, organisé à travers le don. C'est de dire qu'on devrait se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on gagne à marchandiser et qu'est-ce qu'on ne devrait pas marchandiser. Moi, je pense l'exemple de gâteau, il est un petit peu loufoque. Le don d'organes. Un autre vraiment système d'allocation, donc par répartition politique, c'est pas on appelle ça du don d'organes, mais c'est pas vraiment du don d'organes. Si je voulais te donner un rein, là, ça serait illégal. Je pourrais pas allez. Non, il faudrait que je passe à travers le système national, donc c'est une répartition politique et mon rein serait sûrement donné à quelqu'un qui en a besoin, même si j'ai envie de le donner à quelqu'un que je connais. C'est pas de l'échange marchand, c'est pas de la réciprocité, enfin c'est de la réciprocité organisée, mais c'est un mode d'allocation particulier et on trouve que ça marche. On n'irait pas le marchandiser pour vendre les reins. Et donc là, aujourd'hui, on peut se poser la question, l'hypothèse que peut-être certaines choses, on allait trop loin dans la marchandisation. Moi, on ne va pas me lancer là-dessus, mais la connaissance scientifique et la recherche, dans le monde de la recherche, on marchandise à gogo. Les articles scientifiques, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et donc peut-être qu'on peut se permettre de dire non, il faut revenir à un mode de démarchandiser pour, encore une fois, inciter certains comportements. Parce que, pour continuer sur cet exemple, la science devrait continuer d'être motivée non pas par la lucrativité, qui est un impératif économique, mais par la recherche de la vérité, qui est un impératif scientifique. Mais il semblerait que qu'il soit vraiment très très difficile de revenir en arrière lorsqu'on a avancé au point où on a avancé dans cette théorie économique qui nous en sert de la croissance. On nous fait pourtant des promesses qui vont dans le sens de ce que tu évoquais à l'instant, des promesses d'amélioration considérable au plan social. Je cite, pêle-mêle, écouté à la radio, à la télévision, lu.
En finir avec la pauvreté, réduire les inégalités, accéder au plein emploi, abonder les budgets publics, améliorer la qualité de vie de chacun. On a une impression de déjà entendu à 1000 reprises, et ce n'est pas fortuit, puisque ce sont bien des extraits de discours entendus chaque jour. Pourtant, est-ce que ces promesses qui passent à travers l'économie telle que nous la vivons chaque jour, c'est un discours économique raisonnable ou c'est une rhétorique politique en tout ou partie spécieuse ? Elle est extrêmement puissante, c'est vous dire. Moi, j'ai une licence, 2 masters et un doctorat en économie. Et j'ai écrit mon doctorat sur la question, et même moi, je pensais que j'avais tort. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, au bout d'un moment, en fait, ils sont tellement chauds là sur leur croissance, ils répètent tellement toujours la même chose que, vous savez, quand vous êtes scientifique, vous vous dites, si vous avez 99% des gens qui sont contre vous, c'est que vous êtes un platiste, c'est que vous avez peut-être tort, quoi. Donc j'avais vraiment syndrome de l'imposteur, je pense que j'ai dû me gourer. Je pense que j'ai vraiment dû me gourer. Et c'est pour ça que j'ai fait tout un doctorat. C'est pour ça que j'ai passé vraiment des années à faire un travail théorique et empirique méticuleux pour arriver à tester ces choses-là. Et même après des années à me remettre en question, en fait, je pense que j'ai pas tort. Et donc, sociologiquement, je pense que oui, il y a une construction d'un récit. Parce que maintenant, après plusieurs années où j'ai passé sur la route, après la publication de ce livre, aller débattre avec ces gens, des journalistes, des personnes politiques, des universitaires, pour me confronter à leur discours. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Mais vraiment. C'est-à-dire que, imaginez-moi, tremblotant, j'ai à peine de terminer mon doctorat, je suis là avec mon petit gilet pare-balles, invité à la télé, je vais me faire marcher dessus par tout le monde. Et donc, je prépare mes petits slides pour essayer de démontrer. Et là, en fait, j'attends le retour, j'attends qu'on me falsifie. Vous savez que la science, elle avance, la science moderne, à travers la falsification. J'attends qu'on me démontre comment j'ai tort, quelle erreur j'ai fait, une erreur de calcul, une erreur de concept, une erreur d'hypothèse. J'attends toujours. J'attends toujours. Et pourtant, je suis détestable dans le sens où je suis là à dire que j'attends toujours. Donc, autant vous dire que les économistes, ils n'ont qu'une envie, c'est de montrer que c'est faux. Mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Donc, je pense qu'on gratte quelque chose et on voit que il y a un discours un petit peu paresseux à se dire la croissance, en fait, oui, c'est quelque chose qu'on ne va pas remettre en cause, sans même expliquer. Moi, c'est ça qui m'embête à chaque fois. Donc, en tant que spécialiste de la croissance, je me rends compte que les gens, en fait, ne savent pas ce que c'est que la croissance. Mais même les économistes, c'est-à-dire que quand on fait de l'économie, on prend des cours en option de théorie de la croissance. Et les théories qui ont émergé dans les années 50, c'est pas quelque chose, on ne fait pas au cœur de votre curriculum. Et donc, même des économistes avec qui je vais débattre, qui vont parler d'innovation, d'entreprise, de compétitivité, de ces choses-là, en fait, n'ont pas vraiment la puissance analytique pour rentrer au cœur de ce phénomène qu'est la croissance et le lier, par exemple, avec quelque chose aussi simple, donc de lier quelles sont les conséquences, et les causes d'ailleurs, écologiques de la croissance économique. Parce que quand on se pose cette question et qu'on arrive à voir, on voit très clairement l'impossibilité théorique de la croissance verte. Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas. Alors pour l'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas, ça c'est plus compliqué. C'était la question suivante en fait, puisque inévitablement, parce que si on ne pose pas de questions qui fâchent, c'est bien la question que j'ai envie de te poser. Tu écris page 153, il faut démontrer que les barrières à l'action en retour, en changement, en transition de cette économie impossible à tenir, ne sont pas économiques, mais bien politiques, morales et culturelles. Ça fait beaucoup en termes d'identification de ce qui empêche qu'on arrive à repenser quelque chose qui est moribond, qui est sclérosé ou qui est non fonctionnel. Ce serait quoi ces raisons politiques, morales et culturelles? Il y a quelque chose qui nous aide pas mal. C'est-à-dire que si on était dans une économie où tout le monde était vraiment genre ultra heureux, tout le monde se disait, moi j'ai un travail, j'adore, c'est le kiff, genre 40 heures de kiff par semaine, j'adore, c'est vraiment, je suis en pleine autonomie, c'est stimulant, toutes les choses que j'achète, c'est vraiment des trucs trop bien, je suis vraiment refait, quoi. Je sais que c'est pas écologiquement soutenable, mais vraiment je vis dans le meilleur des mondes. Ok, là on aurait un petit trade-off et on pourrait se dire, peut-être qu'on préfère avoir une vie de civilisation assez courte, dans le kiff, façon grande fête, et ensuite s'éteindre doucement, et laisser la planète aux méduses. Peut-être. Mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, la plupart des personnes n'ont pas cette expérience du capitalisme joyeux. La plupart des personnes, en fait, n'ont pas choisi, se retrouvent dans un emploi subi, à travailler trop, ils se retrouvent, on le sait sociologiquement, à ne pas avoir assez de temps pour faire toutes les choses
qu'elles veulent faire, surtout des choses en dehors du travail, se retrouvent coincées en fait dans un capitalisme des dépenses contraintes, à payer des assurances, des frais bancaires, des choses que l'on ne paye pas par kiff, mais plutôt parce que l'on est imposé à se retrouver, par exemple, matraqué de publicité. Si à chaque fois qu'on voit publicité, on disait waouh, la Joconde, vraiment, j'adore. Tu vois, à chaque truc de métro, on était, chaque spot publicité, on fait vraiment, mais là, on est à l'Everest de notre développement culturel. Ok, mais non, la plupart des gens subissent la publicité. Donc c'est pour ça que la question devient de plus en plus intéressante. Comment est-ce qu'un système, certains appellent ça un système zombie, un système qui est déjà mort, que plus personne ne veut, continue à survivre? C'est ça la véritable question. Et là, on arrive sur un concept au cœur des sciences sociales, le pouvoir. Eh oui. Et donc, le Parlons-en. capitalisme survit aujourd'hui, et c'est donc dans la logique du jeu capitaliste. Vous avez déjà joué au Monopoly, hein, vous vous rendez compte qu'après quelques tours, c'est pas juste de l'habitat partagé, des coopératives d'habitat. Quand vous vous arrêtez là, ça fait une fête des voisins. Non, vous avez une concentration des richesses, vous avez remarqué. Bon. Et ben, ça, c'est l'une des caractéristiques d'un système capitaliste. On interrogera d'ailleurs pour savoir qui gagne au Monopoly en famille et qui perd. Et donc, de cette concentration des richesses, et Thomas Piketty l'a très bien montré, donc c'est une force. À partir du moment où vous concentrez des richesses, vous allez faire quoi? Vous allez les investir, vous allez faire un truc de l'investissement locatif. Vous allez acheter des petits médias, vous allez acheter des petits trucs comme ça qui vont vous permettre en fait d'avoir plus de pouvoir et surtout d'avoir un retour sur investissement. Mais si vous avez déjà une grosse richesse, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir plus grosse. Si cet enrichissement, par exemple, à travers l'investissement locatif, qu'est-ce que c'est en fait? Vous allez acheter des logements et vous allez vous enrichir en les louant à des gens le plus cher possible. Ces gens, ils vont voir leurs dépenses contraintes augmenter parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Donc en gros, ils vont vous payer une rente. Et donc, eux, ils s'appauvrissent, vous vous enrichissez. En fait, ça creuse les inégalités. Et donc là, c'est une dynamique c'est normal, en fait, qu'au bout d'un certain moment, une grande partie des personnes vont faire « Bon, moi, je ne m'y retrouve pas trop dans cette histoire. J'ai un boulot que je n'ai pas choisi. Je suis payé au salaire minimum. Je donne la plupart de mon salaire en dépenses contraintes pour des trucs que, normalement, je ne devrais pas payer. Et j'ai aucune, en fait, prospective que ça change pendant ma vie ou même pour mes enfants. » Donc, en fait, ils disent pouce. Moi, je jouais beaucoup. On était 5 enfants à la maison. J'étais assez fort en Monopoly. C'est pour ça que j'ai fait des sciences économiques. Bon, la plupart du temps, on arrêtait avant la fin de la partie. Et c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de pouce. Oui, on n'a pas de time-up. C'est ça. Il n'y a pas de pouce. Et ce qui me frappe, c'est que malgré la longueur, la profondeur historique de la notion de décroissance, malgré le travail qui a été mené, le travail scientifique qui a été mené, tu mentionnes plus de 600 références à lire avant d'avoir fait à peu près le tour de la question, et on va dire que ce sont les 600 références primitives, malgré les 3 acceptions évolutives du concept, l'objection de croissance des Meadows, la décroissance comme désir de réduire la taille de l'économie, sortie du mythe de la croissance, etc., et des impératifs productivistes. Et au terme de ce parcours, l'ensemble des données recueillies, des réflexions, pointent quand même vers un socle de projets post-croissance. Et pourtant, le traitement médiatique général qui est fait est profondément biaisé, même s'il est réservé aujourd'hui quand même à une théorie de l'économie qui est enseignée dans les écoles, qui est enseignée en université, donc il y a relativement pignon sur rue. Comment s'explique cette espèce de blackout ou de couvercle sur la marmite de la décroissance? En fait, moi je le vois comme ça. Si l'on déteste autant la décroissance, c'est pas à cause du concept en lui-même. La décroissance, c'est l'équivalent d'un régime macroéconomique. C'est un ralentissement pour une économie qui tourne trop vite, de la même manière où si vous commencez à aller en burn-out, vos amis et votre famille, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire, bon, là, il faut ralentir. Ça va pas, il faut ralentir. Ils vont vous sortir de ça, vous allez ralentir, vous allez vous remettre au retour à la pleine santé, vous allez vous reposer, c'est très bien. Donc on pourrait se dire, vu que l'économie, c'est une agrégation de relations sociales, et que l'économie ne peut pas fonctionner sans ressources humaines, c'est normal qu'une économie qui aille trop vite, au bout d'un moment, elle ait besoin de se reposer. Et donc la décroissance, en tant que petit moment de pause pour une économie en surchauffe, surtout si on rajoute la surchauffe écologique, ça devrait être un concept complètement bateau. Mais ça ne l'est pas parce qu'on est obsédé par la croissance. Et là, ça devient un petit peu insidieux. La croissance donc, du PIB à l'échelle macroéconomique, mais aussi il y a des dérivés, le récit de la croissance des profits à l'échelle des entreprises et le récit de la croissance des revenus à l'échelle des individus.
Donc on a des différents récits et on est obsédé par cette croissance, pas parce que c'est quelque part dans notre nature humaine, mais parce que si vous habitez dans une ville où les loyers sont en constante augmentation, où vos dépenses contraintes sont en constante augmentation, bah bien sûr que vous avez un récit d'augmentation des revenus. Parce qu'il faut bien trouver des places de crèche, parce qu'il faut bien nourrir votre famille, parce que... Et donc là, en fait, on se retrouve... Denis Colombi, le sociologue, parle, on se retrouve capitaliste malgré nous. En fait, dans le jeu du Monopoly, si vous êtes... Moi, j'avais mon frère, je l'adore, il joue au Monopoly, et quand il y avait quelqu'un qui était pauvre, il lui donnait de l'argent. Et moi, je m'en souviens, j'essayais de lui expliquer, mais il ne faut pas faire ça, ça ne marche pas. Et en fait, dans le jeu, si on n'est pas capitaliste malgré nous, et on se dit, bon, je vends mon logement, mais cette spéculation financière, je trouve ça injuste. Donc, je vais le vendre à peu près au prix où je l'ai acheté, plus ou moins les travaux, les trucs comme ça. Bah, très bien. Quelqu'un va l'acheter, mais ensuite, moi, je ne pourrais pas me reloger, je devrais aller plus dans les terres ou autre part. Donc, on est obligé d'être capitaliste et de défendre, de dire, OK, je vais vendre au plus haut parce que moi aussi, je dois racheter. De la même manière, on est obligé de défendre son salaire. Donc, c'est pour ça, là où on voit, on a besoin d'une grande intervention collective, pas forcément étatique, mais collective, pour se mettre d'accord sur des nouvelles règles du jeu. Oui, et c'est là qu'on achoppe sur les intérêts, le pouvoir, évidemment. Et justement, un des intérêts de ton livre, c'est de ne pas t'arrêter là où s'arrête un certain nombre de réflexions critiques sur la décroissance. Tu risques quand même, tu prends le risque quand même, de nous proposer le chemin, un chemin de transition. En quoi consisterait ce chemin de transition? En quelques mots, puisque... l'heure tourne et la pression exercée par le temps est une contrainte capitaliste que nous subissons. Pour l'instant, c'est vert, mais ça va passer au rouge. Alors, c'est la question de recherche. Présentement, je suis chercheur à l'Université de Lausanne et donc on est en train de faire des scénarios de modélisation macroéconomique où en gros on fait décroître la Suisse. Waouh. J'adore. Que tu ferais ton petit effet, hein. Je sais. Ils m'ont pas accepté au Luxembourg et à Monaco, donc je suis allé en Suisse. et la manière dont on approche la chose, il y a 3 grands chantiers quand vous voulez faire décroître une économie. Il y a premier le chantier moi j'appelle ça le désamorçage. Il faut désamorcer ce qu'on appelle les impératifs de croissance. On l'a vu par exemple, si les entreprises font de l'obsolescence programmée et que votre téléphone il va casser tous les ans, bah, vous allez en racheter un, c'est normal. Alors que si vous avez des lois ou des comportements d'entreprise qui font que le téléphone il dure 5 ans, bah vous allez en racheter 5 fois moins. Et donc là, on voit qu'on supprime un impératif de croissance. Pareil, moins de publicité, moins d'impératif de croissance. Si on trouve un moyen de financer des entreprises avec des taux d'intérêt plus bas, moins d'impératif de croissance. Donc là, déjà, on désamorce pour éviter que cette économie, elle ait toujours cette propension à croître. Deuxième chantier, contraction. Là, c'est plus compliqué. On se dit, par exemple, quel est le budget carbone disponible pour un pays comme la Suisse ou pour la France? Et on regarde un petit peu l'intensité carbone des activités économiques. Et en fait, ça nous dit, on ne va pas pouvoir se permettre de tout faire. Donc, on doit choisir, on pourra faire 70% des activités, donc lesquelles? Et donc là, on peut mettre en place des instruments de contraction. Par exemple, les aéroports, c'est un bon exemple. Les aéroports, c'est une activité pour laquelle aujourd'hui on n'a pas d'alternative non carbonée. Donc si les aéroports et les compagnies aériennes veulent tenir en fait à budget carbone, le seul moyen, c'est par exemple de faire voler moins d'avions par jour. Donc peut-être on a une ligne qui faisait 6 fois, je ne sais pas quelle ville, quelle de ville, on va le faire 3 fois. Ça, c'est un quota de production. Voilà, ça c'est une manière donc là de contracter pour faire en sorte que l'économie puisse rentrer dans ses budgets écologiques. Et la troisième tâche, c'est lié moi j'appelle ça sécuriser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous modifiez une économie, il faut le faire en parallèle, il faut des filets de sécurité. Parce qu'on l'a vu, l'économie, il y a des gens qui sont très proches du seuil de pauvreté, toujours. Donc il y a des gens qui sont plus vulnérables et des gens qui sont moins vulnérables parce qu'ils sont plus éloignés du seuil de pauvreté. Et quand vous modifiez quelque chose dans une économie, par exemple, on a vu s'il y a moins d'avions par jour, peut-être que ça va impacter certaines personnes qui travaillent dans les aéroports. Il va falloir faire en sorte de protéger donc, ces personnes qui pourraient tomber dans la pauvreté à cause de ce changement. Et de la même manière, c'est des changements qui peuvent avoir des conséquences systémiques. On voit si on protège la capacité des citoyens à avoir accès, par exemple, à des crèches autogérées ou des crèches publiques, donc beaucoup moins chères que des crèches privées, et on supprime une dépense contrainte qui supprime donc un impératif de croissance qui peut leur permettre de travailler moins. Vous voyez un petit peu là comment on lit les 3 projets. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, c'est d'essayer
de faire des inventaires de points d'intervention. On utilise des modèles théoriques et empiriques sur ordinateur pour faire des scénarios, voir lesquels marchent, les potentiels transformateurs, ce qu'on appelle les boucles rétroactives, pour essayer de trouver en fait pas un chemin de transition, mais plein de chemins de transition, parce que chaque économie est différente, chaque région est différente, chaque entreprise, chaque gouvernement, donc de proposer en fait une espèce de carte de métro de toutes les transitions écologiques possibles qui permettraient, et ça c'est l'impératif écologique, de revenir à la soutenabilité écologique, c'est-à-dire sous le seuil des limites planétaires. Très bien, mais vous êtes économiste, vous travaillez en économiste tous dans ce programme. Et je vois un obstacle, il y a un obstacle qui m'inquiète à vos côtés, c'est comment est-ce que vous allez articuler ça à la conduite politique nécessaire, parce que si effectivement il y a des solutions économiques, des centaines de chemins de transition possibles, est-ce que cela, comme on l'entend beaucoup, peut être conduit sous la houlette de régimes illibéraux, ou sont-ils nécessairement en fait des accélérateurs de démocratie, notamment participative? Le problème quand vous faites de la décroissance, c'est que vous avez des budgets écologiques limités. Donc au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il y a des choix de consommation. Vous avez une empreinte carbone, donc vous ne pouvez pas démasser, je ne sais pas, un certain nombre de tonnes. Donc est-ce que vous préférez manger du bœuf, prendre la voiture, faire l'avion? Donc vous avez des arbitrages à faire. Une ville, c'est pareil. Si elle a par exemple un budget artificialisation des sols en mètres carrés, est-ce qu'elle préfère construire une nouvelle route? Est-ce qu'elle préfère construire une patinoire, une salle de théâtre? Arbitrage. Un gouvernement, pareil pour ses infrastructures. Donc en fait, on a des choix. Et quand on a des choix, les empreintes, elles sont marquées sur les trucs. Ça, c'est facile. Nous, en tant que scientifiques, on peut les calculer et vous dire, si vous mangez un steak, ça fait X grammes, et vous pouvez comparer ça avec faire X kilomètres en voiture. Mais des empreintes bien-être, le plaisir que vous allez soutirer d'aller faire une petite balade en voiture versus manger un steak, il est dans votre tête, il est dans votre comportement. Même nous, on ne le connaît pas nous-mêmes, on le connaît à travers l'expérience. Donc, la démocratie, pour moi, c'est un outil fondamental, parce que si l'on venait imposer, allez, je choisis dans mon modèle intransition de scénario, c'est pour les Suisses, ça va. En fait, il y a beaucoup de chances qu'ils ne s'y retrouvent pas, parce que je vais faire des arbitrages pour eux. Donc c'est pour ça que la démocratie, c'est important de fixer des limites, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autolimitation participative. C'est pour ça qu'on a besoin d'assemblées citoyennes, qu'on a besoin de la logique des communs, on a besoin de laisser parler des empreintes bien-être, pour que les gens puissent faire leur propre arbitrage. Et c'est en ça, d'ailleurs, que je trouve que la transition écologique, c'est une belle forme de stimulation démocratique. Parce que le capitalisme, c'est vrai, il est un peu moumou niveau démocratie, quoi. Julia Cagé, ses travaux exceptionnels ont bien montré que voilà, quand des milliardaires achètent des médias, ça leur donne un certain pouvoir. Enfin, là, l'omnimarchandisation du monde mène à aussi une concentration du pouvoir économique et donc du pouvoir dans sa totalité, vu que quand vous êtes dans un jeu au Monopoly, tout se fait à travers la médiation de l'argent. Donc, d'avoir cette autre unité, de se dire, peu importe que vous soyez milliardaire ou quoi, vous êtes à 2 tonnes par an comme tout le monde. Et donc, entre voisins, entre citoyennes, entre salariés, il va falloir arbitrer, se poser des questions. Et là, c'est là où on vient confronter vraiment, c'est là où on entre vraiment dans la démocratie participative, où on revient, où l'argent en fait n'a plus aucune importance. C'est ça qui est génial, parce que même si vous êtes milliardaire ou quoi, sans biodiversité, sans climat, votre argent, il vaut rien. Il vaut plus rien, parce que l'argent, c'est même pas considéré comme une ressource en économie. C'est plutôt une clé d'accès qui vous permet d'acheter des ressources. Mais si vous n'avez plus les ressources humaines et naturelles derrière, votre argent, il vaut plus rien. Et donc aujourd'hui, on voit que la démocratie, elle ne se fait pas au niveau monétaire, même sur le vote d'un budget, on investit quoi ici en euros. Non, elle va à un niveau beaucoup plus profond. C'est un mode de réflexion sur comment est-ce qu'on veut partager en fait, les ressources qui nous restent disponibles. Et malheureusement, dans beaucoup de nos systèmes économiques, et même un pays comme la France, on pourrait dire, ou même comme la Suisse, on pourrait considérer comme l'un des pays vraiment démocratiquement les plus armés, mais en fait, on n'a pas l'habitude de faire ça. On n'a pas les forums, comme on a fait la Convention citoyenne pour le climat, c'était l'une des premières, mais on aurait besoin d'avoir une Convention citoyenne pour la prospérité, pour définir une alternative au PIB, une Convention citoyenne des transports, les faire par secteur, par région.